75. C'est le nombre de journées où la pollution en particules fines dans la vallée de l'Arve a dépassé les seuils autorisés par l'Organisation mondiale de la santé au 9 décembre 2024. Soit 1 jour sur 5 de dépassement des particules nommées PM2,5. Et il reste encore 22 journées de froid hivernal pour terminer l'année. Un froid qui a son importance puisque c'est lors des inversions de température que les pics de pollution se font sentir. J'étudie la vallée de l'Arve dans mon travail de recherche depuis une dizaine d'années maintenant. J'avais fait une étude justement de la circulation atmosphérique, de la façon dont les vents circulent à l'intérieur de la vallée. La caractéristique de cette partie de la vallée, de ce coin, de ce fond de vallée, donc avant de monter vers Chamonix, c'est qu'il est extrêmement peu venté, extrêmement peu ventilé. Donc c'est un endroit où il ne faut pas polluer en fait, parce que les polluants qui sont émis à cet endroit-là vont stagner, surtout en hiver, où il y a de l'air froid qui stagne en fond de vallée, qui reste en fond de vallée, et qui empêche d'avoir une circulation d'air un peu verticale qui pourrait brasser les polluants. Problème, c'est exactement à cet endroit, dans le fond de vallée, que sont installées plusieurs industries. SGL Carbone, spécialisée dans la fabrication de produits à base de carbone et de graphite de synthèse, et l'usine d'incinération de la vallée du Mont-Blanc. C'est aussi ici que sont immobilisés les camions avant la montée en direction de Chamonix pour rejoindre l'Italie. Enfin, l'ajout des feux de cheminée, des habitations et le balai des voitures lors de la haute saison touristique viennent au pied du Mont-Blanc saturer l'air en PM10 et PM2,5, ces particules fines dangereuses pour la santé. Les particules fines, en fait, c'est du black carbone, un noyau de black carbone. Et en fait, en périphérie, on a, ça peut être composé de différentes en fait molécules. Ça peut être des métaux lourds, des PCB, des dioxines, des furanes. Enfin, et en fonction de la source, en fait. Et toute la surface de la particule fine, en fait, va changer en fonction de la source d'émission. Ici, ce qui m'a frappé dans mon cabinet et qui fait que je m'interroge énormément, c'est le fait qu'il existe cette toux de la vallée. La toux de la vallée, donc ça peut être une laryngite, comme une trachéite, comme une bronchite, ou une bronchite asthmatiforme, ou de l'asthme. Je la vois toute l'année. Et c'est ça en fait qui m'inquiète, c'est qu'on la voit toute l'année et qu'on est en montagne. Ici on n'a pas de répit en fait, et c'est terrible parce que il y a surtout les enfants que je vois qui ont beaucoup de problèmes ORL et respiratoires. Et après je vois quand même les sportifs, quelques sportifs. Chaque année j'en vois toujours avec un asthme de novo, donc qui apparaît de façon du jour au lendemain. De façon nouvelle. Pourquoi ? Alors qu'ils n'ont pas d'antécédents. Sans oublier les cancers et les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont favorisées par la pollution. Durant 3 mois au cours de l'hiver 2016-2017, les habitants de la vallée respirent 45 jours de pollution intense aux particules fines, bien au-dessus du seuil limite de 50 microgrammes par mètre cube fixé par la réglementation en vigueur. Désespérés par la situation et devant l'inertie des politiques, en 2018, un groupement de citoyens crée le collectif Colère Pure afin de commencer à mesurer précisément les émissions de pollution dans l'atmosphère. Plus de 500 plaintes contre X sont également déposées en gendarmerie. Il y a eu des marches, il y a eu des manifestations. On les a toutes faites sans se connaître. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça débouchait sur pas d'action concrète. Sauf qu'on a eu l'impression que nous envoyaient un peu au feu, si tu veux. On était tous là à manifester et puis rien ne se passait, quoi. On ne faisait pas avancer les choses. Et je crois que ce qu'on a eu envie en créant le collectif, c'est de trouver un levier pour faire bouger les choses. Et puis heureusement qu'on l'a fait, parce que même si les instances officielles, à chaque fois, trouvent quelque chose à redire sur « oui, non mais attendez, ces études, c'est pas fait dans les règles de l'art, et puis de toute façon c'est pas dans les bonnes unités, puis de toute façon les prélèvements ils sont pas faits comme il faut. » Il y avait toujours quelque chose à redire. Oui, mais n'empêche que la photographie, elle était pas belle, elle était pas bonne. Donc si la photographie est pas bonne, on aimerait bien effectivement savoir ce qui se passe sur un temps beaucoup plus long.
De cette mobilisation naîtra en 2019 le deuxième plan de protection de l'atmosphère, visant avec un certain succès à réduire les émissions de particules fines. Une avancée, mais pas de garantie suffisante pour convaincre le collectif qui découvre l'existence de l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, où la gouvernance est partagée entre industriels, scientifiques, citoyens, associations et décideurs politiques. Un institut éco-citoyen, c'est un organisme qui produit une connaissance. Et cette connaissance, elle a un sens pour améliorer l'état environnemental d'un territoire. Donc en fait, un institut éco-citoyen, c'est un centre de recherche territorialisé. Le grand principe du fonctionnement d'un territoire, ça serait peut-être chacun à sa place. Aux décideurs de décider, mais aux chercheurs de leur donner les moyens de décider. L'expérience de Fos-sur-Mer, c'est que les associations, les citoyens en fait, qui militent dans les associations, aujourd'hui, ils sont maîtres en fait de leur sujet. Ils arrivent à la table des commissions de suivi des sites et ils ont une forme de pouvoir parce qu'ils ont des données qu'ils comprennent, qu'ils peuvent utiliser et dont ils peuvent se saisir pour demander des comptes. Ce qu'on a souhaité, c'était vraiment remettre au cœur du débat et de la compréhension des citoyens la donnée scientifique. C'est fondamental. Par-delà les avis divergents et les controverses, on souhaitait vraiment qu'on ait une analyse scientifique, qu'on ait un diagnostic partagé, c'est important, ce n'était pas le cas il y a quelques années, il y avait beaucoup de contestations. La science n'a pas le monopole de la connaissance, déjà. Il y a des tas de manières de connaître la montagne. Et donc avoir des gens, des citoyens, des collèges associatifs dans notre institut, c'est aussi une manière de nous confronter à des choses, des angles morts en faire de la recherche. Et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en place. Un partage de connaissances donc, où le consensus ne sera pas si facile. Face aux enjeux économiques, face à la dangerosité réelle de ces polluants rejetés dans l'atmosphère, les sols ou les eaux, face à la pureté de ces reliefs, pourtant théâtre d'un scandale sanitaire causé par l'homme, face à l'émoi suscité dans la vallée, les instituts éco-citoyens sont aussi et surtout des lieux où s'affrontent les intérêts. L'enjeu de la qualité de l'air, il pose la question des compétences de chaque acteur, des industriels, de l'État, des collectivités, et donc on ne peut pas regarder qu'un seul focus. Et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on est tenté quand on veut trouver des réponses à des problèmes, de chercher un acteur responsable. Et en fait là on est vraiment sur une situation particulièrement révélatrice des compétences et des défaillances de chacun des acteurs. C'est pour ça que l'Institut éco-citoyen et les scientifiques vont nous apporter quelque chose qui va être quelque chose d'objectif. Mais cet objectif, il faudra qu'on l'accepte. C'est-à-dire, c'est pas de dire la pollution, c'est un ratio de quelque chose, c'est de dire chez nous, voilà, le bassin de Chède, il y a des usines. L'usine SGL Carbone, c'est Péchinet, début du XXe siècle. Rien n'a bougé. On pourrait tourner des films d'époque avec des habits d'époque, mais c'est un crassier. C'est un crassier, c'est factuel. On se donnera les moyens, mais on ne pourra pas aller imposer aux collectivités qui ne le voudront pas. Par contre, moi, ça ne me gêne pas qu'on dise que notre vallée, elle est polluée. Quel est le danger de cette pollution et quelles sont les actions immédiates que l'on doit faire, même si elles coûtent de l'argent. Beaucoup de gens sont mal à l'aise parce qu'ils disent faudrait pas mordre la main qui nous nourrit. On voit bien que nous, on est aux avant-postes du réchauffement climatique, on voit bien qu'on est aux avant-postes d'une problématique qui s'emballe et qu'au niveau des activités, quelles qu'elles soient dans notre vallée alpine, il faut aujourd'hui réfléchir, quoi. Depuis le 11 décembre 2024, l'Europe a durci sa réglementation et fixé de nouveaux objectifs à atteindre en 2030 en matière de qualité de l'air. Il va donc falloir se remonter les manches. En montagne, reconsidérer le tourisme, la mobilité ou l'industrie et protéger la biodiversité, c'est mettre la santé des habitants au cœur des débats. Ce n'est pas une option ou une orientation politique, c'est une question vitale. 4 instituts éco-citoyens existent aujourd'hui en France, créés ces 3 dernières années, nés de l'exaspération de l'immobilisme politique face à la multiplication et l'augmentation des sources de pollution.